Gabriel Doc, bonjour. Bonjour Alors, Fred. vous êtes psychologue clinicien, vous avez écrit de nombreux livres à succès. Vous écrivez également dans le Huffington Post, je dis bien? Vous le dites très bien. Oh, c'est gentil. Et vous venez nous présenter votre dernier livre, Punchline, Les ados chez le psy. Alors, c'est un véritable plongeon au cœur d'une des périodes les plus marquantes de notre vie, l'adolescence. On y retrouve des extraits très fidèles de vos consultations, de vos échanges, autant de vignettes thématiques que de fenêtres sur les adolescents. C'est passionnant. Mais vraiment, cette jeune génération a beaucoup de répartie, a une belle perception de la vie. Ils sont drôles, ils sont éveillés. Finalement, on a beaucoup à apprendre d'eux. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce sujet? Eh bien, dans un premier temps, écoutez, je voulais vraiment rendre hommage à cette adolescence que vous décrivez, je trouve extrêmement bien. C'est vrai qu'ils peuvent se montrer cyniques, pertinents, impertinents, créatifs, provocateurs, éminemment révoltés, mais aussi sensibles, humains, attentifs aux autres, attentifs à leur avenir. Et j'avais envie de mettre en avant cette parole, voilà, nous ouvrir à ce monde nouveau qui nous permette de découvrir, puisque c'est vraiment une nouvelle génération qui a grandi avec des codes extrêmement différents que moi qui suis de la génération Y. Et puis, à côté de ça, valoriser aussi la psychothérapie. Alors, moi, je suis, comme on dit, d'obédience psychanalytique. Ouh là là, le mot fait peur, mais rassurez-vous, ce n'est rien. où, voilà, où on valorise une pensée, une parole, avec les enseignements de Freud, de Lacan, voilà, mais de rendre ça très digeste, très accessible pour le grand public, et puis de casser surtout les clichés du psychologue ou du psychanalyste qui dort, qui ne réagit pas, de la même manière que je voulais casser les clichés sur l'ado qui passe son temps devant son smartphone, à bouder, à ne pas s'intéresser à son avenir. En somme, je voulais faire un peu ma petite révolution à moi avec ce livre. Et c'est très réussi. Alors, le titre du livre, c'est Punchline, hein, c'est phrase forte, choc, qu'utilisent d'ailleurs les humoristes le plus Tout à souvent. fait. De ce fait, bah, on éclate de rire à chaque page. Mais vraiment, j'ai éclaté de rire à chaque page. Euh, quel est votre rôle en tant que psychologue? Parce que vous dites, page 54, je m'en rappelle très bien, je ne sais pas ce que je leur fais, mais je leur fais du bien. Alors, vous avez toute votre place dans cette émission, finalement, mais vous avez sûrement une petite idée derrière la tête. Oui, bien sûr, c'était une boutade. Je taquinais un ami avec cette phrase. Pour moi, le psychologue, c'est celui qui fait vivre le sens, qui permet à son patient de retrouver une narration personnelle, un récit de vie, qu'il puisse se réapproprier les événements de son histoire. Quand on a une angoisse, quand on a un symptôme psychique qui nous fait mal, de la dépression, je ne sais pas, autre chose, eh bien, lorsqu'on arrive à se représenter ces mouvements internes, ça fait un petit peu moins peur. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de trouver la bonne interprétation, la bonne clé qui va lever toutes les difficultés, mais de réussir à l'éprouver dans la relation à l'autre. Je décris souvent mon métier en prenant une métaphore. Je dis, l'espace de consultation, c'est un espace où on peut tout dire, où on peut tout entendre, où on peut tout travailler, il n'y a pas de tabou, mais c'est un espace blanc. Nous, on fournit les peintures, voilà, les pinceaux, et c'est le patient qui va décorer cette pièce, la faire sienne, et pouvoir visualiser, la visualisation est importante, la représentation, son monde interne. Et ça fait un petit peu moins mal quand on arrive à penser les choses. C'est formidable ce que vous dites. Alors, vous êtes confronté à des conduites pathologiques fréquentes chez l'adolescent, automutilation. Vous parlez aussi d'actes, passage de l'acte agressif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Addiction, Tout à fait, oui. troubles du comportement Très alimentaire. fréquent, oui. Comment expliquez-vous ce mal-être à cet âge? Écoutez, être adolescent, c'est mourir à l'enfance pour advenir en tant qu'adulte. Alors, ça ne va pas sans heurts. Il est question de découvrir qu'on est le seul maître de son destin, le seul maître de son histoire, de se créer un espace d'existence personnelle, de découvrir un profond sentiment d'identité, de surmonter les angoisses autour de la finitude, autour de cet avenir quand même dont il convient de se trouver responsable. Tout ça, ça peut faire peur. Et dans un moment de bouillonnement pulsionnel, intellectuel, sexuel aussi, on ne sait pas toujours se représenter ces conflits psychiques et on les agit. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on appellerait une clinique, alors voilà, des manifestations symptomatiques peut-être plus bruyantes que ce qu'on retrouve chez l'adulte, parce qu'ils n'ont pas encore les armes, l'étayage, pour pouvoir verbaliser, pour pouvoir transformer dans un certain symptôme, alors on va dire névrotique, type phobie, des choses plus, voilà, d'hystérie ou autre. On est plus dans le corps prend le relais de cette parole qui fait mal. Alors vous abordez également le sujet de la sexualité, à une époque quand même où la sexualité est surexposée, hein. Euh, Quelle est la perception justement qu'ils ont de l'amour physique? Alors c'est une question qui est extrêmement importante puisque l'adolescence, c'est par définition la découverte de la sexualité. Sans faire de généralité, Oui. j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, il y a quelque chose d'un peu décomplexé par rapport à cette notion de sexualité, qu'ils osent parler de leurs fantasmes assez facilement. Alors en l'occurrence avec le psy, mais je pense que j'ai un côté un peu original et que c'est un peu facile de me parler. Original, je sais pas, mais Un en peu, tout cas, voilà. vous êtes très proche C'est ça, finalement. je crée un lien assez fort qui permet cette complicité, donc D'ailleurs, vous j'arrive à ressemblez un évoquer. peu à un ado, hein. Ah, C'est plutôt un j'en compliment. joue un C'est petit un peu. compliment. J'en joue un petit peu, Ouais. je recherche vraiment la
proximité avec eux, c'est vrai, alors ça fait parfois grincer un peu les dents de certains de mes confrères, parce que je cherche cette identification, mais en même temps, il faut bien parler leur langue pour pouvoir accéder à leur univers. C'est génial. Et sur cette question de la sexualité, on a aussi d'autres ados pour qui c'est plus compliqué. Je donne dans le livre l'exemple d'un jeune qui, pour des raisons religieuses, s'interdit toute forme de masturbation. Alors évidemment, ça crée des angoisses très problématiques. Donc ce ne sont pas tous les jeunes, mais sur les questions du genre, de l'homosexualité ou autre en tout cas, même de certains fantasmes qu'ils souhaitent réaliser, les choses sont quand même un petit peu apaisées, parce qu'ils peuvent puiser dans l'environnement culturel de quoi se représenter leur monde interne. Et ça, c'est formidable. Et d'ailleurs, vous en parlez dans le livre, obsédé ou romantique? Voilà, c'est un de mes patients qui faisait cette remarque. Et d'ailleurs, il disait à un autre endroit, il disait oh là là, j'en ai assez, moi les femmes, elles veulent prendre des attitudes alors que nous, on veut juste être romantique. Et je trouvais que c'était assez génial comme façon de voir les choses. Vous pensez que les télé-réalités, justement, les clips, etc., ça leur fait du mal? Pas forcément du mal, je pense qu'ils sont plus intelligents et plus fins par rapport à cette déferlante d'images. Ils sont pas aussi passifs que ce qu'on aimerait croire. Et c'est pas le reflet, finalement, des adolescents que vous recevez Non, pas du tout. Pas du tout. Alors c'est vrai que ça pose quand même la question. On m'a fait la remarque depuis que le livre est sorti, on m'a dit mais tous tes patients sont hyper intelligents, comment ça se fait? Moi je réponds écoutez les vôtres et vous verrez, vous les trouverez sûrement aussi très intelligents. Alors Prenez vous le temps. dites aussi que la politesse n'est pas finalement importante dans une thérapie, bien au contraire, et que parfois de dire les choses de façon brute et directe, eh bien c'est une façon pour l'adolescent de s'épanouir et de se faire reconnaître. Est-ce que vous pensez aussi que les parents devraient laisser s'exprimer son enfant, leur enfant? Je vous remercie de me poser cette question qui est fondamentale. Lacan avait cette formule, il disait « l'inconscient est structuré comme un langage ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre esprit, c'est toute une constellation de signifiants qui sont imprégnés de notre existence. Quand on utilise un certain terme, il n'a pas le même poids, il ne fait pas écho à la même réalité psychique. Je vais prendre un exemple, désolé, mais je suis bien obligé. Un patient qui va systématiquement dire « putain », on pense à une représentation archaïque, féminine, négative, etc. C'est pas la même chose qu'un adolescent qui va dire merde en permanence, où il y a toute cette dimension anale. Alors pour répondre maintenant plus directement à la question, la thérapie ce n'est pas l'espace en famille. Il est possible de tout dire en thérapie. La famille c'est un espace où on apprend quand même le vivre ensemble et où on découvre un peu les premières règles sociales. Alors si un parent est confronté à un ado qui dit beaucoup de vulgarité, moi je l'invite à le faire s'interroger et lui dire mais est-ce que tu penses que ça va te rendre service plus tard dans tes relations amoureuses, professionnelles? Moi, je ne juge pas, tu t'exprimes comme tu veux, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Après, pour tout vous dire, il faut être un petit peu critique, et aussi, parfois, les vulgarités, ils l'apprennent aussi dans le milieu familial, ça arrive. Oui, ça oui, arrive. vous n'avez pas tort. Pour revenir sur la sexualité, est-ce que vous pensez que les parents devraient entamer la discussion avec leur enfant? Et si oui, comment s'y prendre? Parce que c'est toujours un petit peu... C'est toujours j'imagine, embarrassant, ça peut être difficile. Même nous, on l'a vécu, on n'avait pas trop envie d'entendre nos parents nous poser des questions sur ça, non? C'est bien que vous puissiez le dire. Il est certain que la découverte de la sexualité de l'adolescent questionne le rapport au corps et le rapport à la sexualité de son parent. Alors certains s'en défendent, mettre une chape de plomb et ne veulent pas du tout en parler. D'autres ont tendance à se laisser un peu embarquer dans une forme de fascination et vont se trouver être très intrusifs à l'égard des relations qu'ont pu avoir ou ont eu leurs adolescents. Moi je pense que les parents doivent pouvoir dire à leur ado, écoute voilà, je sais que tu es dans un âge où la question se pose, on peut en discuter ensemble, je ne sais pas si tu es clair sur tout ce qui est prévention, la porte est ouverte, mais ne pas forcer le dialogue, respecter quand même l'espace psychique de son ado. Ils sont suffisamment intelligents pour savoir que voilà, le parent peut être un référent disponible en cas d'angoisse. Leur offrir un livre un petit peu subrepticement ou le placer dans la chambre, par exemple, sur les premiers pas de la sexualité? Ça peut être utile, alors il faut voir le genre de livre, mais ça peut être une solution. Après, j'avais l'exemple d'un patient qui vivait très mal, sa mère lui mettait des paquets de préservatifs sur la table de chevet, et il disait mais qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle veut absolument? Alors que moi j'ai pas du tout envie, il me disait est-ce qu'elle veut vraiment que j'ai un rapport sexuel? Et il se sentait un peu forcé, un peu contraint. Il aurait dû les vendre, hein. Voilà, il aurait dû faire un petit business, ça peut être une solution, c'est ça. Et une dernière question, de quoi ont besoin les adolescents aujourd'hui? Comment les aider à mieux vivre cette période? Écoutez, moi je pense beaucoup à ce que disait une psychanalyste qui disait il faut frustrer la pulsion et restaurer le narcissisme. Il faut trouver cette juste distance entre une présence qui va être sécurisante, contenante, soutenante, et en même temps voilà, qu'on les laisse aussi faire leurs erreurs, qu'on les laisse aussi respirer, qu'on les laisse explorer leur propre autonomie, parce que c'est ça l'enjeu de l'adolescent, c'est de devenir un adulte un petit peu cohérent et un peu solide. Samuel Doc, vous êtes passionnant, vous êtes formidable. Ils ont beaucoup de chance de vous avoir. Je suis sûre qu'ils sont très heureux. Vous avez des lettres parfois d'anciens patients ados? Ça arrive. Là, j'ai reçu un message qui m'a fait rire, parce que la nouvelle saison de 13 Reasons Why, vous savez, cette saison qui parle de l'adolescence est sortie, on m'a dit « J'espère que vous regardez, hein ».
Voilà, et ça m'a fait sourire. C'est super. Alors, je vais présenter à nouveau votre livre. C'est Punchline, les ados chez le psy. Vous avez aussi un site internet hein, où on y retrouve plein de conseils aussi. Donc, c'est www.samuel-doc, parce que c'est votre vrai nom, C'est Doc. mon C'est vrai ça qui nom. est très drôle. Voilà. Merci d'être venu, c'était un bonheur. C'était un bonheur de vous parler. Merci. Et tout de suite, eh bien, c'est le Doc qui fait du bien. Un hasard.